Bonjour à tous. Alors, je suis bien content de tous vous retrouver dans cette période qui est un petit peu délicate. On s'était quitté en fin d'année dernière sur un webinaire où je faisais le point des solutions DAM, PIM et CMS au cœur de la problématique client, de l'expérience client, du commerce connecté. Et là, 6 mois après, je reviens avec un peu plus d'expérience, en tout cas je l'espère, et à travers cette présentation qui se veut très interactive, où j'ai essayé de rassembler un maximum d'informations, un maximum de liens. Et d'ailleurs, dans la présentation que vous pourrez télécharger, vous avez un certain nombre de liens cliquables qui vous amènent aussi bien sur des rapports, sur des études, des liens de livres blancs, de vidéos. Donc en tout cas, n'hésitez pas d'utiliser et d'abuser même de ce média. J'ai essayé vraiment de faire d'une présentation très complète, certes un peu longue, mais en tout cas la plus complète possible. Avec un seul but, c'est toujours cette expérience client au cœur du digital. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est pas simple, hein, comme on peut le voir. On est tous aujourd'hui en home office. Et donc, les challenges sont d'autant plus importants. Et le digital a sans doute un rôle et un levier dans la chaîne de valeur au cœur des problématiques clients. Donc, dans un premier temps, nous retrouver effectivement, on a un certain nombre de liens. Donc, pour rappel, j'ai créé Activo Consulting il y a un peu plus d'un an. Nous sommes encore une petite société avec 4-5 personnes dédiées à la sélection, à la stratégie digitale pour les clients avec le meilleur retour sur investissement. Donc, cette semaine, nous avons pu lancer notre site internet, donc vous allez pouvoir le retrouver et il est disponible en français. Il le sera d'ailleurs en espagnol et en allemand là dans les semaines qui viennent, donc dans 4 langues. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, nous essayons d'être le plus communicant avec du contenu qui permet de vous aider à la décision le lien Twitter et bien entendu sur la chaîne TV qui est un peu la Dame TV où vous allez retrouver beaucoup de vidéos, enfin en tout cas la chaîne YouTube avec beaucoup de contenu. Alors que faisons-nous? Donc comme je l'ai un petit peu évoqué, nous sommes vraiment au cœur de la problématique digitale, c'est-à-dire avec un travail rapproché auprès des clients pour les aider à choisir au cœur de l'expérience. Dans le cadre des solutions de DAM, Digital Asset Management, PIM, Product Information Management et CMS, Content Management System. On a également un fort background articulé autour des solutions de print, de packaging. Nous travaillons aussi dans certains cas en tant que product owner pour essayer de faire avancer les éditeurs de solutions et beaucoup dans tout ce qui est change management, design thinking, donc ça aussi qui est très important, onboarding, change. Et bien entendu, on essaye quand en tout cas c'est nécessaire, d'aider le client à écrire son RFI et son RFP. Alors pour qui? Essentiellement pour les marques, vraiment au cœur de la chaîne de valeur aujourd'hui. Mais cette chaîne de valeur, on la retrouve aussi chez des décideurs dans le luxe, dans la mode, où je veux dire, une très forte expérience autour des environnements d'image, des workflows images et de la photographie. La grande distribution et les agences aussi, la grande distribution qui est aussi de plus en plus au cœur de ces chaînes de valeur pour optimiser le contenu digital. Alors évidemment, on vit des temps un peu particuliers, on est tous confinés à la maison avec tous ces outils qui nous entourent, les Zoom, les Slack, les clouds, etc. Donc effectivement, c'est une période un peu charnière et j'ai trouvé que cette iconographie était assez amusante à partager avec vous, là, pour vous retrouver sur le site de marketunist.com. Donc là, effectivement, c'est sans doute une période qui va nous permettre aussi de revoir certains mécanismes de travail puisque finalement, on regarde tout ça et en tout cas nous le voyons. Ce sont des périodes où c'est pas parce qu'on est en home office, entre guillemets, il y a toujours un peu cette image d'Épinal où on fait rien. On voit d'autant plus les gens qui travaillent efficacement, en tout cas je trouve. Et dans tous les cas, ça nous permettra de repenser au-delà de redessiner les fondements de la société, mais en tout cas certainement d'agir mieux et plus efficacement. Alors la semaine dernière a eu lieu le DAM New York. Et ceux d'à New York, je vous en présente j'ai essayé sur mon bureau de reconstruire un petit peu tout ce qui fait du DAM New York avec un certain nombre de goodies. Donc c'était une série de sessions en ligne.
Alors, ce n'équivaut pas évidemment à la session lorsqu'on est sur le terrain, puisque le DAM New York aujourd'hui, c'est près de 1000 personnes qui se retrouvent sur 2 3 jours, avec une partie de conférences plus, on va dire, standard théorique, des conférences plutôt liées à tout ce qui est créativité. Et en tout cas, j'ai suivi ces conférences et essayé de vous en faire une quintessence. Alors bien entendu, c'est beaucoup d'informations, bon certes en anglais, vous en retrouverez sur le site d'Henry Stewart Event, avec je dirais les usual suspects que sont David Lipset et Reza Regli. Moi j'ai plutôt, en tout cas j'ai apprécié certaines sessions, notamment liées à la métadonnée, parce que c'est vraiment au cœur de la problématique aujourd'hui, hein, d'un DAM. Sans métadonnée, ben, on ne fait pas grand-chose, quelle que soit la solution. Une très belle aussi présentation de chez Cella autour de tout ce qui est Creative In-House Agency, avec beaucoup de chiffres très importants. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur ce lien et retrouverez le rapport. Donc une session qui n'a pas son équivalent bien entendu réel, mais qui néanmoins permettait en tout cas de repartager un certain contenu avec le public. Et en tout cas, à travers cette présentation et ce webinaire, je vais essayer d'aller un petit peu encore plus loin que ce qui a pu être abordé. Notamment lors de la session, a été mis en valeur une nouvelle initiative qui est le CASDAM, à laquelle nous on se joint côté Activo. L'idée globale, c'est de supporter toute initiative qui permet de mettre en avant les solutions de DAM. Voilà, au-delà des personnalités. Donc là, on est toujours dans cette initiative un peu collective qui réunit un certain nombre d'acteurs. On verra tout ça, ce que ça donne dans l'avenir. Et en termes d'innovation, effectivement, j'aime bien reprendre cette phrase de Kennedy qui finalement dit que le mot crise en chinois veut dire aussi opportunité. Et que finalement, c'est peut-être aussi dans ces périodes-là qu'on peut avoir des opportunités. En tout cas, nous, on le voit avec nos clients, où effectivement, on a quand même réussi à démarrer des projets, malgré ces temps confinés. Et c'est pas forcément en inéquation finalement avec ce qu'on peut penser, parce que finalement, ce sont aussi des périodes où on peut rester un petit peu plus calme, un peu plus serein, repenser les méthodes de travail, les process, et finalement être peut-être finalement plus décideur et acteur. Puisque finalement, à un moment donné, la reprise va se faire, alors on ne sait pas exactement quand, mais elle peut être très forte et il faut être prêt. Et effectivement, dans ce marché, ce sont toujours ceux qui seront, entre guillemets, les mieux équipés et en tout cas les plus prêts à diffuser leur contenu qui seront les vainqueurs. Tout d'abord, j'ai repris un certain nombre de rapports que j'ai trouvé très intéressants, et notamment ce début d'année, c'est le rapport qui a été fait sous la houlette de Binder, un rapport qui est entièrement dédié à tout ce qui est gestion de la marque. Et en fait, ce rapport, il nous montre, vous pouvez aussi là, le télécharger en cliquant sur les liens, il nous montre que finalement, les marques sont à la recherche d'une meilleure gestion de leur contenu de façon plus efficace, avec plus d'automatisation, plus de personnalisation pour un seul but, mettre en avant, bien entendu, la marque. Et finalement, c'est aussi le but aujourd'hui des solutions de DAM, c'est faire fructifier le patrimoine numérique, les actifs numériques dans le cadre d'une mise en avant de la marque. Là, je reprends une autre expérience. Un autre rapport de chez Mulsoft qui a fait un très bon rapport aussi en fin d'année dernière, où en fait on revoit alors, des tendances très, très marquantes ces temps-ci, à savoir le nombre de solutions croissantes aujourd'hui sur le marché, hein. C'est-à-dire que finalement, on le voit nous, et aussi moi personnellement sur certains sujets avec les clients, les clients sont équipés de 36 solutions. Il n'est pas rare de retrouver chez des clients 3, 4, 5 dames, 2, 3 PIM. Bon, là, ça devient un peu n'importe quoi, et au final, ça se termine souvent par un WeTransfer. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et très souvent, au sein des organisations, c'est ce qu'explique ce rapport, que les gens se plaignent un petit peu de tous ces outils qui amènent finalement pas beaucoup d'efficacité. Et donc, pour revenir à la problématique, en tout cas du client, il faut essayer de retrouver un peu de logique et de centralisation. De la même manière, lorsqu'on veut utiliser nos actifs, nos actifs, le meilleur moyen de les mettre en valeur, c'est aussi d'utiliser des process métiers. L'intelligence artificielle, même si là on y reviendra un petit peu plus tard, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est... Bon voilà, c'est quelque chose qui fait rêver, mais on va voir que, alors, certes, on a de plus en plus d'adoption au sein de l'entreprise, mais elle ne se concrétise pas forcément en termes technologiques au niveau des solutions au bénéfice de l'expérience client. Parmi les points essentiels, alors à travers ce rapport, un point qui est pour moi important, qui est la sécurité. Et effectivement, on peut voir qu'aujourd'hui, notamment au gré de ces nouvelles solutions qui arrivent basées sur de l'API,
La sécurité a quelquefois tendance à un petit peu être laissée de côté, donc c'est vraiment quelque chose, il faut être vigilant, d'autant plus dans ce contexte de compétition où finalement on retrouve beaucoup de marques qui sont un petit peu à se surveiller. Donc attention danger, sécurité, développement, tout ça c'est quelque chose qui est important, notamment au regard des API et des intégrations qui peuvent être faites. Alors on a aussi, on va dire, des trends classiques comme tout ce qui est IoT, tout ce qui est objets connectés, tout ce qui est blockchain, toujours importante au regard des décideurs. Et là aussi, le rapport de chez Ascend2, là aussi, qui fait toujours la part belle en fait à l'expérience utilisateur, et une fois de plus, ça se confirme, c'est-à-dire que bah, les gens, ils veulent un outil qui, voilà, il n'y a pas besoin d'être ingénieur à la NASA pour en tout cas être capable de le déployer, et même côté administration, et là, côté éditeur de solutions, c'est pas forcément tout le temps le bonheur. Alors là, tout juste hier, en fait, avait aussi lieu, on a toute une série d'événements online hein, qui s'échelonnent à toutes ces semaines et jusqu'à la fin juin. Et là, j'aime bien mentionner le travail, le magnifique travail que fait Scott Brinker sur le Chief Martech. Bon, là, je pense que vous avez, alors là, il est un petit peu habillé en pirate. Et en fait, il nous a présenté hier, en fait, cette nouvelle carte des technologies bah, qui s'agrémente chaque année à peu près 10% de solutions en plus, hein. Moi, je me rappelle dans les années 2000, on les comptait presque sur les doigts d'une main. Bah voilà, aujourd'hui, c'est une des problématiques clients. Comment choisir, sur quels critères, sur quelle sélection. Et si on regarde de plus près cette map, bah là, on est vraiment dans une espèce d'îlot et dispersé de milliers de solutions. Et si on regarde par rapport à l'année dernière, bah on a une croissance qui est certes qui est quand même effective. C'est-à-dire, on est toujours en croissance, avoir de plus en plus de solutions. Et c'est ce que effectivement disait Mulsoft là-dessus, avec ce nombre croissant de solutions au sein des entreprises. Et si on regarde un peu plus en détail, eh ben on va s'apercevoir que les solutions DAM, c'est n'est qu'une toute petite partie de cet écosystème. Voilà. Maintenant, pour revenir à la place du DAM, du PIM dans l'organisation de l'entreprise, de l'IC, de la marketing et de la communication, bah, le DAM, et j'aime bien cette iconographie d'Akeneo, parce qu'elle représente véritablement l'expression client, avec le DAM comme fondation vraiment de l'ensemble du système d'information pour gérer les actifs numériques. Très souvent, en haut du système, on a ce qu'on appelle un MDM, un Master Data Management, qui peut être un petit peu tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une base FileMaker, comme ça peut être une base de données particulière, ou ça peut être même un Salesforce, pourquoi pas. Mais à un moment donné, pour agréger cette information, et je parle vraiment d'agrégation en termes d'efficacité, eh ben on a le PIM, là, qui est devenu vraiment comme le maillon essentiel dans la chaîne de la valeur, avec des multiples entrées, des multiples sorties, et le PIM va avoir cette capacité à agréger, à syndiquer toute cette information. Mais pour le rendre efficace, il faut qu'il reste concentré sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la data, la gestion des champs propriétaires liés aux produits, la gestion des traductions, et se baser via des API à un DAM qui, lui, va être moteur dans la gestion et la transformation des assets. Alors pour revenir au DAM, bah, le DAM, lui, il va se concentrer à l'essentiel qui est le moteur, la transformation des assets. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il est très courant de voir qu'il y a une marque dans la grande distribution, dans ce qu'on appelle dans tout ce qui est e-retail, à partir d'un asset, devra être capable de syndiquer sur une dizaine, voire une cinquantaine de canaux. Et là, si on n'a pas un DAM, bah, c'est compliqué, parce qu'effectivement, le DAM est le seul est capable, en tout cas si on a le DAM la bonne solution DAM qui convient, de pouvoir gérer cette conversion live de tous ces assets, en sachant que quand on parle d'assets, on parle d'assets extrêmement riches, on ne parle pas simplement d'images. Et quand on parle d'images, aujourd'hui, notamment dans la grande distribution, on peut partir d'images de très très haute définition à plusieurs centaines de milliers de pixels. Les vidéos, qui sont d'autant plus aujourd'hui, le HD, le 4K deviennent très très courants, et même le 4K. Bah là, on voit aussi que les solutions de DAM ne sont pas forcément toutes égales à ce niveau-ci. Et donc, en tout cas, on a une très grande richesse d'assets à ce niveau-ci à gérer, et également à distribuer en sortie. Et là, c'est vraiment important d'avoir ce DAM qui est vraiment au cœur et de la transformation de l'assets. Bien entendu, dans le DAM, on va avoir différentes propriétés. On parle de plus en plus de workflow, de connecteurs, mais je reviendrai là-dessus, ou de gestion de révision des assets. Et là, on voit un petit peu finalement la concrétisation du DAM et du PIM. Ils vont partager quoi? Les assets. Voilà. Et chacun fait son travail de son côté. Et le DAM, les assets, et le PIM, la data.
Maintenant, le succès client, il est lié à quoi? Il est d'abord lié à l'homme, c'est-à-dire c'est 95% d'hommes et 5% de technologie, et ça reste véritablement le plus important au niveau des cas clients. Et en tant que product owner sur le DAM pour Michelin, c'est quelque chose que je vis vraiment au quotidien. Et le cas Michelin est une parfaite représentation du DAM et du PIM au cœur de la chaîne de valeur, au cas du e-retail, avec deux systèmes complètement séparés et qui vont faire interagir différents acteurs et avec une transformation des assets et une distribution sur des centaines de sites internet, de portails, de e-shop, tout ça pour la mise en valeur du produit auprès des distributeurs. Même chose chez Total, avec un cas qui est à peu près semblable également. Maintenant, si je reviens sur les tendances du DAM, bah, les tendances du DAM, en fait, en 2020, on va reprendre des fondamentaux. Alors, la première chose, c'est que fait un DAM? Bah, le DAM, c'est comme je viens de l'expliquer, c'est d'abord un système qui va permettre de gérer vos assets et toute leur complexité. C'est d'abord un moteur qui est capable de transformer, de convertir les assets, de gérer les métadonnées et de pouvoir distribuer ce contenu dans l'ensemble des systèmes de l'entreprise. On doit être capable de retrouver ces assets, de les distribuer et de les archiver. Voilà, ça c'est le cœur principal du DAM. Le deuxième point, ça va être la partie interface. Aujourd'hui, il faut être très clair. Il est très compliqué d'aujourd'hui d'aller engager des clients dans une solution si on n'a pas une belle interface. Donc là, je prends l'exemple, par exemple, de Wedia qui offre un portail image assez user-friendly, comme on dit. Donc c'est du drag and drop. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui dans l'expression client, si une solution de DAM n'est pas capable d'offrir en tout cas ce minimum d'expérience client, c'est compliqué d'aller plus loin. Les métadonnées. Alors sur les métadonnées, tout le monde ne fait pas aussi bien le travail également. Le travail, eh ben, c'est quoi? C'est d'abord, on va dire que même si on a trois types de métadonnées, je vais essentiellement de parler de deux cas que sont les métadonnées type IPTC qui sont un vrai standard depuis 1965, hein, et vous pouvez les vérifier cela sur le site de iptc.org, qui doit être encapsulé dans les fichiers en lecture, en écriture. Donc là, c'est très important et tous les dames ne le font pas, attention, parce qu'à un moment donné, lorsque vous allez récupérer vos assets, vous êtes capable de récupérer vos données sans être obligé de payer pour ces données. On voit encore trop souvent d'éditeurs qui, à la fin, parce que bon, bah, c'est le fruit du business, à un moment donné, on va quitter un éditeur pour un autre, et je trouve ça absolument inadmissible que certains éditeurs demandent des sommes considérables simplement pour que le client récupère sa donnée. Donc, lorsque vous investissez dans une solution, bien faire attention que ces informations soient sauvées dans les fichiers, de sorte que tout ce que vous allez faire au départ vous fera gagner du temps à un moment donné si vous êtes amené à changer de solution plus tard pour X raisons. Donc ça, c'est très important. Après, l'affichage de ces métadonnées, alors deux types. On a l'affichage standard IPTC. Il faut aussi que ça ressemble à quelque chose d'un petit peu sexy. Il ne faut pas que ça soit simplement un pavé de texte non lisible. Là, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et au niveau des métadonnées, on a aussi le jeu des métadonnées personnalisables qui vont être liées à des projets. Et là aussi, autre point à vérifier, il est important que vous, client, vous puissiez être capable de paramétrer ces métadonnées. Voilà, c'est pas l'éditeur qui doit être maître là-dessus. Vous devez être resté maître et bien vérifier, en tout cas, ce que vous puissiez créer vos propres jeux afin après, de les déployer sur vos assets et sur vos collections. L'autre point, c'est la gestion de tout ce qu'on appelle des droits. Alors très peu de dames finalement aujourd'hui ont cette capacité à apporter cette fonctionnalité en plus. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui le font bien. Alors l'acteur essentiel reste la société Fadel qui est vraiment un leader, qui est devenu un standard. On parle presque même, est-ce que vous gérez le Fadel? Fadel reste à un certain nombre d'intégrations, essentiellement sur des dames, on va dire un peu plus entreprise, donc forcément qui ont un coût plus élevé. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui est très ouverte et en fait qui a une magnifique technologie qui s'appelle Contentai. Et voilà, je vous engage aussi à aller voir ce qu'ils font. En France, on a l'avantage aussi d'avoir Imatag, une société française, et qui fait aussi un très bon travail dans la suivi et la gestion de l'asset tout au long finalement de son cycle. Et on a également la société Digimarc qui est également spécialisée dans la gestion de tout ce qui est DRM. Et là, j'ai pris un exemple en fait au mois de mars, là, durant le Creative Operation à Londres. Bon, j'ai publié un site, hein, histoire de partager les assets, puisque tout le monde me demande souvent un petit peu ce que tu peux nous donner les photos. Et sur ce cas présent, donc qui n'est pas un DAM, hein, qui est plutôt une espèce de custom dev sur base de PHP.
En fait, j'ai tagué mes assets et avec Imatag, j'ai pu, suivre, en fait, le cycle de vie de ces assets et leur distribution. Donc ça, c'est vraiment, c'est une pierre qui est vraiment très intéressante avec une intégration, qui existe déjà chez certains, DAM vendors comme par exemple avec Wedia. En tout cas, voilà, c'est des technologies qui sont intéressantes et qui complètent véritablement notamment vraiment le contrôle de la distribution des assets. Alors je reviens sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, comme disait Luc Julia, c'est bien, mais en fait ça a aussi ses limites. Et vraiment dans les projets d'âme, alors je suis d'accord que ça apporte un plus en termes de, par exemple, de reconnaissance de texte et de paroles sur des vidéos. Maintenant, ça a tendance aussi à beaucoup polluer, le contexte le contenu dans le contexte, on va dire, en tant que tel. Donc bien faire la part des choses, il vaut mieux travailler son vocabulaire, son thésaurus et ses mots-clés, que passer trop de temps sur... En tout cas, je vous conseille d'activer cette IA dans un deuxième temps et de faire des tests. Après, les technologies, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont liées aux environnements type Azure, AWS, de fait. Et là, j'en mentionne uniquement quelques-unes. Alors, au niveau de tout ce qui est process métier, c'est également important parce que finalement, si on veut rendre de dame intelligent, c'est aussi la capacité de valider à travers ce qu'on appelle les workflows métiers. Alors, il y a très peu d'acteurs aujourd'hui qui font du vrai, ce qu'on appelle du vrai business process mapping. Alors là, c'est l'exemple de Tenovos. Il y a des gens comme chez MediaBeacon, chez Dalim, qui font du vrai process métier, chez Nuxeo aussi. Bon, voilà, on n'a que quelques acteurs. Ils sont pas légion sur le marché. La plupart des autres ça va plutôt être du task management. Bon, maintenant, dans quel cas ce workflow est vraiment intéressant? C'est vrai que c'est des choses qui sont pas simples à mettre en place, qui sont souvent complexes, et quelquefois une simple validation à travers une métadonnée suffit. Bon, ça je vous laisse juge. Ça va vraiment dépendre du type de marché. Dans des marchés type packaging, ça sera beaucoup plus sans doute prépondérant dans le choix de la solution. Alors les API au cœur de la chaîne de valeur, donc là c'est vraiment important, puisque finalement aujourd'hui, on est dans cette capacité à intégrer le DAM au cœur du système de l'entreprise. Donc là, API first, comme disent souvent les éditeurs, API au cœur de cette chaîne de valeur, qui va apporter une plus-value dans l'intégration, comme le précise par exemple le CEO de Salesforce, qui lui est un des exemples de complète intégration, que ce soit dans des DAM, des PIM ou des CMS. Voilà, alors je reviens maintenant sur des points importants qui sont l'écosystème. Et je crois que c'est important au niveau des dames que votre solution de dame apporte le maximum de connexion, que ça soit des réseaux sociaux, que ça soit des PIM, que ça soit à des CMS, des WordPress, etc., des plateformes de e-shopping. Donc là, c'est l'exemple de Selum qui vient de fêter ses 20 ans, donc de fait, qui a un écosystème extrêmement large, hein, que l'on peut retrouver ici. Et là, c'est vraiment une tendance que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes ces solutions, finalement, ont de plus en plus, et ça, c'est vraiment très très bien pour l'expérience utilisateur, cet ensemble de connecteurs. Donc, ça, c'est le cas de Selum. Là, j'ai le cas de Binder, qui est aussi un éditeur phare du monde des solutions de DAM, avec là aussi ce qu'on appelle un marketplace extrêmement garni. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être prépondérant dans la décision d'achat. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du temps de gagner parce que créer un connecteur quand il n'existe pas, ça peut être le coût de la solution. Donc là aussi, faire attention à tout cet écosystème. Également la société Wedia, que j'ai déjà citée, qui a un certain nombre de connecteurs avec des environnements type CMS. Alors pour les équipes créatives, je crois que là aussi, les connecteurs Adobe sont très importants. Parce que finalement, quand on regarde la créativité, ok, mais dans un âme, ça reste très limité. Et même si on a la capacité d'éditer des designs en ligne, vous ne ferez jamais en créatif ce que vous faites sur l'application desktop, c'est-à-dire InDesign, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere. Et là, on a un nouvel éditeur de solutions, un éditeur allemand qui s'appelle CI Hub, avec à sa tête l'ancien CEO d'Ibrams, donc très fort background, hein, c'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement toutes les technologies Adobe. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'est effectivement très intéressant aujourd'hui de pouvoir connecter. Ils ont un plugin qui est, enfin, qui est top, hein, qui réunit toutes les features possibles et imaginables. Donc là aussi, vous pouvez aller voir sur leur site, vous pouvez les tester. C'est disponible pour des dames comme Binder, comme Dropbox, comme Picture Park. Et progressivement, ils sont en train de se développer avec de plus en plus de connecteurs.
Si vous voulez éditer des designs en ligne, alors il y a plusieurs types de solutions. Les gens de chez Silicon sont des leaders. C'est un éditeur américain qui est notamment spécialisé dans l'intégration d'Indian Server dans AEM, Adobe Experience Manager. Alors vous avez aussi d'autres dames comme Binder ou Edia qui ont aussi cette particularité. Là, l'avantage, c'est qu'on a notre fichier InDesign natif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire 100% de ce qu'on fait dans InDesign, mais l'avantage, à la fin, on récupère un fichier que l'on peut directement ouvrir dans InDesign, et ça, c'est un vrai plus. Et c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans la personnalisation des dames. Alors, de l'autre côté, vous avez, au cœur de la créativité, bah, vous avez Chili, qui est un éditeur qui fête cette année ses 10 ans, qui à la base est plutôt basé sur de l'IDML, donc c'est pas du InDesign natif. La plupart des clients aujourd'hui Chili vont être au-dessus ce qu'on appelle d'un Magento, d'une plateforme e-commerce pour personnaliser le contenu. C'est pas forcément la solution qui va être dédiée à faire du multipage sur des centaines de pages d'un grand distributeur. Bon, tout ça, c'est des cas clients qui doivent être travaillés, mais au fil des années, ils ont gagné en convivialité, en efficacité, en performance, une interface HTML5, un marketing extrêmement actif, une communauté qui s'est créée au fil des années et en une équipe extrêmement dynamique. Au niveau de la créativité, alors ce qui peut être aussi intéressant, c'est la capacité à pouvoir annoter, valider ces documents. Alors là, je prends l'exemple de Dalim Software, qui a aussi une forte expérience là-dedans, avec une interface HTML5, où on peut aller voir même sur des images à plusieurs centaines de millions de pixels en quelques secondes des détails, les annoter, gérer des révisions, valider son contenu. Vous avez de nouveaux aussi, de nouveaux éditeurs comme Ziflow, qui n'est pas si nouveau que ça parce que c'est l'ancien ProofHQ, donc aussi il y a une grosse expérience derrière, avec un modèle cloud différent, vraiment pas cher. Donc là, on est aussi, en termes de pricing, on est vraiment sur des choses qui sont pas offertes, mais qui deviennent de plus en plus abordables, et aussi qui sont très facilement intégrables. Donc là aussi, je parle un petit peu au niveau des éditeurs de solutions. Au lieu de les réinventer la roue, bah, essayer de voir un petit peu ce qui se passe autour, et ça sera sans doute plus intelligent que faire quelque chose moins bien. Et là, pour le coup, on a un outil qui est déjà prêt à l'usage. Le dernier point sont les KPI. Alors ça, c'est extrêmement important parce que finalement, le meilleur moyen de valider une solution de DAM, c'est d'en mesurer son efficacité et sa performance. Et pour mesurer son efficacité et sa performance, on va aller au-delà de simplement des KPI, c'est-à-dire qui fait quoi, qui donne quoi dans le DAM, mais ce qu'on appelle le BI, c'est la mise en relation de métadonnées liées à des actifs numériques, liées à des projets, liées à des sources externes. Et sans doute le meilleur exemple qui existe aujourd'hui en intégration, c'est celui de Sisense chez Binder. Alors là, on est dans l'expression utilisateur totale, dans l'expérience utilisateur totale. Définitivement, pour moi, les meilleurs analytics qu'on peut trouver dans une solution de DAM. En termes d'autres tendances, bah, là, de fait, en évoquant ces différentes solutions qui sont sur le cloud, c'est la migration vers le cloud. Alors cloud, full SaaS ou alors hybride, c'est vrai que dans les très grandes organisations, on veut garder le contrôle de sa data. Donc on pourra aujourd'hui très facilement, que ce soit AWS, Azure, ou Google, faire des mix d'architecture système avec des frameworks, avec des process utilisés côté cloud et puis de la data qui reste chez le client. Et la progression année après année est inéluctable. En tout cas, cette adoption du cloud, ce multi-cloud est quelque chose vraiment qui est au cœur aussi de la chaîne de valeur et de la mise en valeur de la solution, avec des solutions qui se déploient de plus en plus rapidement. Donc, que ce soit Amazon, Azure ou Google, ben, on retrouve à peu près le même écosystème, hein. Et même en termes de pricing, on reste globalement sur à peu près les... Alors, AWS effectivement une forte empreinte aujourd'hui, puisqu'ils ont commencé très tôt, mais Azure est très fort aussi. Et par exemple, en France, il y a une préférence pour aller Azure. C'est compliqué d'intégrer une solution de DAM si elle n'est pas basée sur Azure. Très clairement, c'est un petit message pour les vendors si vous voulez effectivement vendre une solution en France. Beaucoup de systèmes en France sont basés sur l'environnement Microsoft, que ce soit du .NET, du SharePoint, du 365. Donc voilà. Et alors un des exemples, bah là j'ai pris un exemple d'un éditeur qui est Photoware, qui est un éditeur qui a plus de 25 ans, qui offre une solution d'âme qui est connue, hein, qui est répandue chez beaucoup d'acteurs, peut-être plus centré sur la photo en tant que telle, même si aujourd'hui quand on voit ce que fait un Photoware, bah, il peut globalement aussi gérer le contenu d'une marque. Et par contre, ce qui est intéressant, ce que je voulais mettre en valeur ici, en fait, c'est le pricing Ender qui est affiché en tant que tel et qui est disponible soit Azure, soit sur AWS. Et là, on démarre avec un starter kit, c'est-à-dire que là, pour le prix d'un Dropbox Business, vous avez un DAM, et là, vous avez un vrai DAM pour 70 euros par mois. Donc même pour un photographe, bon, en tout cas, il y a une possibilité d'investissement. Dans tous les cas, innovation, innovation, et l'innovation passe aussi par du partnership.
C'est-à-dire que si un éditeur aujourd'hui, c'est pas un éditeur tout seul aujourd'hui qui peut être devant de la scène, ça passe par des partenariats. Et là aussi, c'est quelque chose qui est facile à mesurer, voir un petit peu avec qui l'éditeur travaille. Et notamment dans toute cette chaîne de valeur DAM, PIM et CMS, si l'éditeur de DAM n'a pas de connecteur PIM ou CMS, c'est que sans doute il y a une vision qui n'est pas forcément en adéquation avec l'expression de besoin client. Donc, la fondation du DAM en 2020, c'est quoi? Bah, c'est l'expérience client, c'est la performance, c'est l'écosystème. Ça, c'est vraiment les trois points majeurs que je mets en avant. Bien entendu, on a toute la partie métadonnées et bien penser au retour sur investissement. L'avenir, c'est quoi? Bah, c'est de plus en plus un DAM qui va vers ce qu'on appelle du DXM, Digital Experience Management, c'est-à-dire de l'utilisation des actifs numériques dans la mise en valeur de la marque. Donc, on parle dans certains cas de DAM entreprise, de dynamic DAM, enfin bon, c'est des mots marketing utilisés, mais on va de plus en plus vers la vie, finalement, le cycle de vie du DAM va se prolonger jusqu'à la distribution dans tout son état. Voilà, et tout ça pour la gestion du contenu de la marque, que l'on a vu dans les rapports que je vous ai présentés au début, qui sont vraiment très importants pour les décideurs et les marques. Maintenant vient le temps du choix. Alors là, c'est compliqué. Alors, on a toujours les Gartner et Forrester. Bon, ils font du très bon travail. Maintenant, je me pose toujours cette question, est-ce que c'est le seul élément qui doit nous aider à décider du choix d'une solution quand on sait que finalement, quand on se retrouve dans cette liste, parce qu'à un moment donné, on est obligé de... Voilà, c'est pas gratuit, hein. Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Donc, on peut en tenir compte, mais ça ne doit pas être le seul critère. Et bien sûr, tout ça entre guillemets, parce que le travail des rapports qui est fait par ces deux sociétés reste de haut niveau. Une société comme le Ristory Group aussi propose toujours cette map qui fait toujours sourire. Et quand je la montre, on me dit c'est quoi? C'est le métro de Paris. Bah non, c'est pas le métro de Paris. En fait, chaque ligne correspond à une couleur et chacune de ces lignes a un type de solution. C'est-à-dire c'est du DAM, c'est du site web, c'est du marketing automation. Et en fait, ils ont placé les éditeurs parce que c'est vrai que et l'idée est pas bête de pouvoir placer vraiment les éditeurs ce pourquoi leur ADN au départ est fait. C'est-à-dire que si certains se disent DAM, ils sont pas vraiment DAM, certains se disent PIM, ils sont pas vraiment PIM, et donc le History Group a essayé de concaténer tout ça, d'agréger tout ça. C'est pas forcément évident, ça fait un peu penser technique, mais une fois qu'on s'y habitue, on arrive à comprendre, et de fait, plus vous êtes au centre, bah, plus vous êtes dans un mode de connexion multiple avec tous les grands acteurs du marché. Voilà, donc il n'est pas étonnant de retrouver les Microsoft, les Salesforce, ou des éditeurs comme Adobe, Oracle ou OpenText, typiquement. Alors, le History Group essaye fait aussi son classement. Et ce classement, alors, bon, c'est comme tous les classements, hein, c'est-à-dire que je sais pas que. Enfin, je dirais que tout le monde a un petit peu tort ou raison, ça dépend un petit peu des perspectives, ça a le mérite d'exister. On a des dames simples, mais ça veut dire quoi simple? Est-ce que c'est que de la gestion photo? Bon, je vois par exemple PhotoWork aujourd'hui qui a plein de plugins. Pourquoi il est dans simple alors qu'il pourrait être dans mid-range? Bon, voilà. Tout ça, c'est à prendre aussi avec des pincettes. Et ce qu'ils appellent complexe, là, on est surtout dans des solutions voilà, qui financièrement sont pas le même coût, hein. On est sur des éléments qui sont tarifairement beaucoup plus importants. Donc finalement, à un moment donné, il faut trouver une vraie stratégie pour choisir sa solution de DAM. Et moi, je continue de travailler, et ça depuis quelques années, en fait, basé sur une société anglaise qui s'appelle IQ Equity. euh, on va dire Exdam Foundation en tant que telle, mais en tout cas qui, à travers l'initiative de Marc David et de son équipe, propose une analyse et une stratégie en 6 étapes, tout tourner autour de l'analyse, l'audit, la collecte des exigences, besoin d'expression, gouvernance, des scénarios d'utilisation, et après on passe à la sélection. Et donc là, je vous ai repris, donc là, vous retrouvez un certain nombre de liens sur le site de IQ Equity, avec ces 6 étapes détaillées. Et qu'est-ce qu'on entend par ces 6 étapes-là? En tout cas, c'est un bon levier, en tout cas pour démarrer une sélection. Et en fait, autour de cette sélection, cette sélection va être basée sur des démos scénarios qu'on voit ici. Et en fait, cette société propose en fait un accès, une souscription mensuelle qui vous permet en fait d'aller vraiment, parce qu'ils ont fait un énorme travail d'inspection, de qualification, d'audit, de démonstration de chacune de ces solutions de DAM. Il faut savoir que 40% d'entre elles échouent à tous ces tests-là, donc tout le monde n'est pas TENCORE compliant comme ça, hein, et c'est pas en payant. Voilà, là c'est aussi la différence. Il suffit pas de payer, il faut juste être bon.
Et donc en tout cas, c'est Tencore, bah, je trouve en tout cas c'est vraiment une très bonne base pour vraiment essayer d'aller tester une solution dans sa globalité depuis le téléversement, depuis l'enrichissement, depuis les métadonnées, la recherche, etc. Et vous verrez que c'est effectivement 10 étapes bah, sur lesquelles beaucoup de dames en fait de solutions se cassent un peu les dents. Voilà. Et donc du coup, cette année, c'est avec plaisir en tout cas, j'ai joint mon expérience et en tout cas mes connaissances du système et des clients avec Marc et avec Equity. Et donc au niveau des fichiers de test, en fait, à un moment donné, voilà, pour secouer un peu les éditeurs, bah moi je pars toujours, j'ai toujours un cocktail de fichiers, mais pas de fichiers JPEG, hein. La plupart des éditeurs montrent toujours on va dire, des fichiers JPEG d'une dizaine de kilos. Non, c'est pas ça une démo. Une démo, ça se fait avec des vrais fichiers. Alors moi, j'utilise beaucoup le site de Capture One qui a des fichiers RAW ou des fichiers TIFF très très haute résolution, jusqu'à 400 millions de pixels pour les derniers IQ4 par exemple, derniers appareils moyen format. Donc il faut tester avec tous ces fichiers, de la vidéo, pas simplement du HD mais du 4K, pas simplement du H264 mais du H265, enfin tous les derniers codecs très importants, les PDF dans toute leur complexité, multipage, documents Office, PDF packaging avec la complexité de tout ce qui est Pantone, etc., les fichiers Adobe, les fichiers 3D, etc. Donc voilà. Et quand on travaille avec on se scope de fichiers, eh ben, là véritablement, toutes les solutions vont pas réussir, en tout cas l'examen de passage. Donc du coup, on arrive au panorama un petit peu des solutions. Bon là, l'idée, c'est pas de donner des accessibles, puisque finalement, comme je le dis très souvent, c'est d'abord l'humain qui est au cœur de la chaîne de valeur et de la solution. Les solutions 2020, globalement, sont capables à peu près tous de gérer des assets. Maintenant, ce qu'on voit au top, alors je dirais qu'il y a, en tout cas sur le marché, alors ça dépend aussi si on parle du marché européen et encore en plus français et anglo-saxon. Des éditeurs comme Binder, Cloudinary, MediaValet, Cellum, Noedia, Nuxeo, Sidecore et Equipix sont vraiment au top. C'est vraiment les éditeurs qu'on rencontre le plus et qui globalement recouvrent toutes les expressions de besoin qu'on a vues précédemment. Donc là, après, je vous ai déjà donné pas mal de conseils. En tout cas, ce sont des solutions que nous, on connaît parfaitement. Donc on est vraiment capable d'aller vous accompagner sur un choix ou l'autre dans un RFP. On a aussi des solutions qu'on voit peut-être un peu moins parce qu'elles sont plutôt sur des marchés verticaux dédiés. Alors Photoware qui est très axé sur tout ce qui est par exemple musée, gestion photo, mais qui pourrait faire beaucoup plus. Voilà, bon après c'est des questions de positionnement. Extensys, toujours avec Portfolio qui a toujours sa base d'utilisateurs. Trimlink est un nouveau dame qui est mis en avant par la société Solane. Et j'ai tendance toujours à dire, dites-moi avec qui vous travaillez, je vous dirai un petit peu ce qu'il en ressort. Et vraiment, il y a des gens super, top technique et qui ont une vraie vision. Et Trimly est en train de faire son trou progressivement avec une solution, vous pouvez aller voir sur leur site d'ailleurs, une solution aussi bien disponible en mode SaaS, avec des prix très intéressants. Et globalement, tout est possible, hein, c'est-à-dire aussi bien de l'admin, etc. Donc voilà, c'est un petit nouveau en tout cas que j'ai intégré cette année, parce que je commence à le voir sur certains clients. For All Portal, qui est un éditeur allemand qui a gagné les Bake-Off l'année dernière, qui s'est fait connaître notamment avec ça, qui est un ensemble de DAM PIM CMS. Bon voilà, c'est là aussi une bonne équipe qui est en train de faire son trou, qui reste pour l'instant essentiellement cantonnée sur germanique, mais qui via un partnership avec SignGate aux US est en train aussi de se déployer aux US. Whedon, très bonne solution de DAM. Dalim qui est toujours là aussi avec des fonctionnalités majeures liées au workflow, comme je viens de l'évoquer, liées au viewer que je vous ai montré précédemment, et qui sort cette année, sa version 6. Donc là aussi, bah, c'est à voir, aussi avec un spectre de clients, essentiellement dans le print, mais aussi quelques clients dans les marques, le packaging. Et Imagen, qui est une super solution pour tout ce qui est vidéo. Voilà aussi, alors là, c'est aussi des spécialistes de ça. Après, je passe aux solutions plus complexes, entreprises, où alors là, ben, bah, il faut sortir checker, c'est un petit peu plus cher. Tenovos, qu'on connaît très peu en France et en Europe, encore moins en France, qui réunit un petit peu des anciens d'OpenText, des anciens de Nuxeo, donc on va dire qu'il y a des cerveaux derrière et qui sont en train de monter une solution très ouverte technologiquement, basée sur des frameworks et la capacité d'utiliser différents DAM, différents PIM, avec une gestion de workflow très avancée, très bonne expérience client.
Mais bon, voilà, on est dans des zones d'approche des Adobe, des Aprimo, des OpenText. Bon, Adobe, toujours avec Adobe Experience Manager, avec AEM Asset. Aprimo, ex-Adam Software, qu'on voit un petit peu moins. Solution très très complète. OpenText, qui est toujours pas, qui fait, enfin, qui est toujours le basket, par exemple, et qui est le dame de solutions comme SAP. Donc voilà, qui est dans les très grandes entreprises, qui fait toujours office de référence. MediaBeacon, récemment racheté il y a 2 ans, 2, 3 ans par Esco, euh, qui a subi un gros lifting l'année dernière. Bon, qu'on voit pas forcément. Bah, après, on est aussi, en France, c'est compliqué, hein. On n'est pas sur des solutions à 30 ou 40 000 à l'année, là. Donc c'est plus complexe, mais aussi derrière, par exemple, pour les gens du packaging, ça va beaucoup plus loin qu'une solution simple de dame. Essential, qui est avec le slogan Everything is an asset, fait un mix entre DAM, PIM et CMS, voilà, avec une offre essentiellement centrée sur du cloud aujourd'hui. Donc là, on est en relation directe avec l'éditeur, avec des spécialités centrées autour de la gestion notamment, par exemple, des catalogues, des pages, de l'édition en ligne design, avec un DAM, une approche CMS en termes d'expérience utilisateur. Donc voilà, bon ça aussi ça fait partie des acteurs du marché. Puis j'ai voulu pour terminer en fait mettre en socle finalement l'open source parce que l'open source reste très vaillant et très efficace moi je trouve. Et très souvent beaucoup d'éditeurs, ne serait-ce que par exemple tout le monde utilise Elasticsearch pour son moteur de recherche, hein, que ça soit la solution pratiquement 1 million de dollars ou celle open source. Bon ça peut laisser aussi réfléchir. Et quelquefois, eh ben, c'est mieux réalisé côté open source. Donc voilà, c'est pas quelque chose non plus à laisser de côté. Alors j'ai cité Phrasea en France qui est un gros acteur, hein, plusieurs centaines de clients, qui a intégré aussi Agile, qui était une gestion de workflow, qui a ses propres portails de la marque avec Parade. Donc il y a aujourd'hui un écosystème qui se met en place. On a le DAM, la gestion de workflow, le portail de la marque, et tout ça en open source, hein. C'est-à-dire que je ne vous fais pas le dessin. Donc bien sûr, il y a du service, à un moment donné, il faut installer, mais si vous êtes suffisamment agile, et puis il y a une vraie communauté derrière aussi. Et puis des gens aussi, alors moi je maintiens, qui connaissent très très bien la photo, et Dieu sait que ça se fait rare aujourd'hui. J'ai cité aussi ResourceSpace, voilà, qui a émergé quelques années, qu'on voit un petit peu moins, comme Razuna aussi, et Pimcore. Pimcore qui était plus connu pour un PIM, mais qui au fil des années et des versions s'enrichit aussi et fait un tout en un, qui est open source, hein, voilà aussi pareil. Donc alors après il y a des versions enterprise où on va payer du service, mais bon voilà, vous pouvez commencer avec des solutions autour des 30 000 à 50 000 euros, tout compris avec le service et l'installation. Et là, je vous montre, c'est un exemple, parce qu'on me dit souvent, qu'est-ce que tu utilises comme dame, Fred? Moi, ça fait plus de 20 ans que j'utilise le Phraseanet pour gérer pratiquement mes 2 millions d'assets. Et là, j'ai un exemple, par exemple, avec mes amis photographes, où on partage des photos de cannes, de presse, on peut éditer ces métadonnées, les indexer, tout ça, et de façon complètement gratuite. Voilà. Je termine avec le PIM, pour rappeler un petit peu, c'est quoi le PIM? Le PIM aujourd'hui, il est très important pour nous dans la chaîne de valeur. Très clairement, on est de plus en plus, un projet DAM est aussi un projet PIM. Et je rappelle, le DAM, son unité de référence, c'est l'asset. Le PIM, c'est le produit. Et le produit est constitué de l'asset, de champs descriptifs, de traduction. Donc, plus complexe. Les projets PIM sont quelque chose qui sont beaucoup plus compliqués que les projets DAM. Et donc, on se retrouve là aussi avec différents acteurs. C'est plus complexe et c'est plus complexe que le DAM. Donc là, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Là, je présente un cas qui est intéressant, qui est celui d'InRiver, qui est vraiment la philosophie dans laquelle vont les clients, c'est-à-dire cette modularité avec des dashboards de KPI, de projets, de to-do list. Donc là, c'est vrai, véritablement le sens en tout cas pour présenter à la première connexion, le client, il voit tout de suite ce qu'il a à faire, où il est en retard, et les soucis le long de sa chaîne de valeur. Au niveau des marchés du PIM, j'en ai mis un certain nombre. Là aussi, hein, ça va de l'open source avec du PIM Core jusqu'à Stibo System, des solutions top enterprise. Le moyen de challenger ces solutions, je dirais qu'il y en a deux. Il y a d'abord le nombre de produits, la capacité de nombre de produits à gérer, parce que c'est pas du tout la même chose que gérer 25 000 produits et 1 million. Donc là, attention, vérifiez les API, parce qu'ils sont pas tous non plus super performants. Et enfin, je partirai aussi sur la notion d'expérience utilisateur, parce que là, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein. C'est beaucoup d'acteurs, comme on disent les Anglais, c'est très ugly, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop envie d'y aller. Ça ressemble plus à un tableau Excel. Maintenant, des solutions comme Akeneo, Salsify, InRiver, Cable, Condenser, voilà. Globalement, c'est quelque chose qui est en train l'expérience utilisateur est un peu plus au cœur des problématiques, en tout cas.
Là, j'aime bien ce schéma parce qu'il nous montre, le schéma de Jacquinot, toute la chaîne de valeur pour le PIM, où on part du DAM avec des multiples connexions, on part du e-shop avec des connexions à des systèmes d'information Salesforce ou la publication sur des Magento, typiquement, jusqu'au catalogue, puisqu'on parle de print, typiquement avec des solutions comme Print, Easy Catalog, etc. Aussi des solutions type DataWords, Reason, etc. pour la traduction, Produxu pour pour aider et faciliter la syndication sur tous les canaux de communication. Et aujourd'hui, c'est un vrai métier avec des API qui changent en permanence. Donc, quelquefois, ça peut être plus intelligent de se connecter à une solution comme Produxu qui, elle, s'occupera de la syndication. Alors l'interface, là j'ai repris, qui pour moi est la meilleure interface aujourd'hui sur le marché, de celle d'Akeneo. Voilà, on est presque dans un DAM moderne, avec des choses claires, lisibles, enfin voilà, ça ressemble pas à une fiche Excel en ligne. Donc voilà, donc je vous ai partagé beaucoup d'informations. Vous pouvez retrouver toute cette information sur notre blog, qui se nourrit de nombreux articles, globalement un article tous les 10 jours, donc plus d'une centaine d'articles là, sur ces dernières années. Dans les prochaines semaines, donc, je ferai aussi, je vais démarrer toute une série de webinaires en français dans le texte, notamment avec Archima, qui a sorti un numéro spécial, Guide 66, où notamment j'ai écrit 3 articles sur l'indexation, la numérisation et comment choisir une solution de DAM. Et j'aurai le plaisir avec Eric Leven de démarrer une série de webinaires, donc à partir de la semaine prochaine, le premier étant mardi prochain à 10 heures. Donc là, vous pouvez cliquer dessus pour vous enregistrer. On verra dans un premier temps bah, c'est quoi le DAM et sa place aujourd'hui sur le marché et l'écosystème solution. Un deuxième centré autour de la chaîne de valeur de tout ce qui est e-retail et syndication. Et un troisième autour de la chaîne de valeur du packaging. Voilà. La semaine prochaine également, mardi après-midi, j'aurai le plaisir d'animer un webinaire, alors qui sera en anglais parce que l'idée c'est un petit peu de faire un côté international avec Videomente, qui est une solution dédiée à gérer des solutions professionnelles de broadcasting vidéo. Et comme je le disais précédemment, très souvent dans les dames, les solutions vidéo sont un peu le parent pauvre, hein, on gère comme on peut. Même si ça s'améliore, notamment avec les connexions avec Azure et AWS, là, on est encore un niveau au-dessus, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la capacité à gérer des flux très complexes de vidéos de post-production avec tout ce qui est transcoding, tout ce qui est speed to text, tout ce qui est qualification, et avec Muriel Lebellac, donc qui est une CEO très dynamique de chez Videomente, société qui est basée à Montpellier. On va retrouver, on passera une heure véritablement à montrer comment effectivement on peut magnifier cette expérience entre la vidéo et le DAM. La semaine qui suit, de première semaine de mai, j'animerai avec Sidecore un autre, donc qui est un des éditeurs majeurs sur les solutions de DAM. Le DAM au service de l'expérience client et du commerce connecté. Là aussi, reprendre la place du DAM au cœur de la chaîne de valeur. Et là aussi, n'hésitez pas à vous enregistrer. Mardi 7 mai. Après un autre webinaire qui aura lieu avec Photoware. Donc là, c'est quelque chose sur lequel je tiens parce que c'est en utilisateur depuis plus de 20 ans de photostation. Bah, en fait, les 25 ans de photostation. Donc pour ces 25 ans, on va pouvoir effectivement reprendre avec une démo live comment gérer la gestion des assets depuis leur indexation, leur diffusion et jusqu'à leur distribution dans PhotoWeb, donc le 14 mai. Le début juin, comme j'ai présenté, CIHub est spécialisé, donc c'est un éditeur qui est nouvellement récent, et avec Henry Stewart, on fait un webinaire sur tout ce qui est connexion du DAM avec les plugins Adobe. La créativité, elle est au cœur des solutions InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere, et on montrera effectivement comment on peut mettre en avant ce contenu créatif avec les solutions de DAM, notamment à travers les solutions de CIHub. En mai, alors les dates sont pas encore fixées, mais aussi avec mes amis de chez IQ Equity, une série de webinaires en anglais, là pour le coup, sur les standards et la normalisation du DAM. Vous pouvez aussi retrouver des guides ultimes là, que j'ai coécrit avec Cloudinary sur le DAM Ultimate Guide. Donc là aussi, on retrouve le lien en ligne. Voilà. Et puis, parmi les derniers livres qui sont des références, c'est le DAM Book de chez Peter Krog, qui est une référence en termes vraiment de la chaîne image, c'est-à-dire depuis la capture, l'utilisation de Lightroom jusqu'au DAM, avec toute la spécificité. Et bien entendu, la mise en avant de notre site à Internet, donc lancé cette semaine. Donc là, n'hésitez pas, il est disponible en français, en espagnol, en allemand dans les semaines qui viennent. Où vous retrouverez
tout le contenu que je viens de partager. Donc voilà, et vous pouvez nous retrouver sur le site, sur LinkedIn, sur Twitter et sur la chaîne YouTube. Voilà, donc merci encore à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions relatives soit à des projets, soit des solutions ou tout autre élément que je vous ai partagé aujourd'hui. Merci et à bientôt.